Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui Pierre-Yves Chicot. Bonjour. Bonjour Christophe Langlois. Merci d'être avec nous. Avec On rentre plaisir. dans le vif du sujet. 3h30, 9,8 millions de téléspectateurs, 5 candidats. On peut dire que le premier candidat pour cette présidentielle aura été une réussite? Ce premier débat, oui, parce que je pense que les téléspectateurs, les auditeurs, les citoyens étaient déjà fatigués, que la campagne pour l'élection présidentielle tourne à la telenovelas, notamment autour des affaires de François Fillon, s'il est besoin de parler d'affaires. Et je pense que les citoyens savent très bien à quel point le bulletin de vote est devenu important. Ils veulent être déterminés pour leur avenir et on peut expliquer ce succès par le nombre de téléspectateurs. Presque 10 millions, une pointe à 11 millions et demi, c'est gigantesque. Oui, parce que les Français sentent que nous sommes à la croisée des chemins. On vit dans un monde de plus en plus caractérisé par l'incertitude. On sent aussi qu'il y a un besoin de renouvellement de la classe politique et surtout un besoin de sécurité et de protection. Vous pensez que les téléspectateurs, les auditeurs étaient là pour des questions programmatiques ou ils étaient là pour voir les candidats s'étriper? Non, moi je pense très sincèrement que les citoyens étaient là pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés en fonction du programme qui est proposé, les propositions qui sont préconisées, formulées par les candidats. Je pense que là encore, il y a une lassitude de la part des citoyens de voir que le débat public, que le débat politique puisse s'articuler uniquement autour des affaires, autour des personnes et autour des querelles de clochers. Oui, justement, les affaires, elles ont été très peu présentes. Hier soir, c'est une volonté manifeste de la part des candidats de tourner une sorte de page? Moi, je pense que la classe politique constitue un microcosme et que les griefs qui sont formulés à l'endroit de François Fillon peuvent être formulés à tous, à l'endroit d'autres candidats. Et encore faut-il que la presse soit aussi... on a Bruno Le Roux, dernier en date. Oui, encore faut-il que la presse soit aussi magnanime pour aller dénicher des affaires en fonction de telle ou telle stratégie ou en fonction de telle ou telle opportunité. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les Français ont validé ce débat à 5? On sait que ça a fait beaucoup de polémique. On a eu la sortie théâtrale sur TF1 de Nicolas Dupont-Aignan. Finalement, les 11 millions et demi de spectateurs, de téléspectateurs en pic, ça prouve que les Français ont adhéré? Non, je suis pas sûr que les Français aient adhéré parce que de toute façon, ils sont pas... on leur demande pas leur avis sur le fait qu'il faut choisir. Ils auraient pu essayer de boycotter 5 candidats ou 11 candidats. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, ils sont tellement friands, tellement empressés de savoir à quelle sauce ils peuvent être mangés en fonction de tel ou tel candidat qu'ils se sont pas trop préoccupés de savoir s'il y en avait 5 ou 11, et d'autant plus que ce sont les principaux. En tout cas, sur cet aspect des choses, ce que je veux dire, c'est que je trouve au fond inacceptable qu'il y ait 11 candidats à l'élection présidentielle et qu'on n'en retienne que 5 en employant l'adjectif qualificatif de principaux. Au nom de quoi, sur la base de quels critères va-t-on déterminer... On parle de favoris des sondages, des sondeurs. Des sondages ou des sondeurs d'ailleurs, c'est la question. On sait ce que ont pu donner les résultats des sondages dans un passé récent, et là c'est encore plus inacceptable. D'autant plus, et là je vais souligner un point de droit, c'est que dans la Constitution, il est indiqué que les partis politiques concourent au pluralisme de la vie politique. Et le pluralisme, en l'occurrence, aujourd'hui, en l'espèce, ce n'est pas 5 principaux candidats, ce sont 11 candidats qui sollicitent les suffrages des ressortissants de la communauté nationale. Ce qui peut d'ailleurs être un petit peu surprenant, c'est de voir des candidats qui dénoncent le système. On pense à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui dénoncent les sondages depuis des années et qui acceptent de rentrer dans le jeu. Oui, parce que finalement, on se rend compte, là encore, pour la 3e fois, je vais parler de lassitude, la lassitude du classicisme du débat bipartisan, républicain, parti socialiste a permis de faire émerger d'autres candidats, notamment ceux qui étaient là tapis dans l'ombre et qui ont creusé leur sillon et qui apparaissent comme des gens qui sont en capacité aujourd'hui de remporter le Graal. Moi, je ne serais pas étonné, moi qui n'aime pas faire du tout de pronostic, je ne serais pas étonné, compte tenu de tout ce qu'on a pu voir dans un passé très récent, d'avoir un deuxième tour Mélenchon-Le Pen. Il faut s'attendre à un scénario comme celui-là et ça pourrait surprendre plus d'un.
Ouais. Alors justement, on parle des vainqueurs. Celui qui semble avoir convaincu unanimement, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes d'accord? Alors, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il s'inscrit dans la lignée de ce qui s'est passé en Grèce, il s'inscrit dans la lignée de ce qui s'est passé en Espagne avec Podemos, il s'inscrit dans la lignée de ce qui s'est passé au Portugal avec le triomphe d'une certaine gauche qui est plutôt orthodoxe. Et donc, il ne serait pas étonnant que Jean-Luc Mélenchon puisse récolter un certain nombre de suffrages qu'on n'attendait pas. Alors, je me suis osé en disant qu'il peut être au deuxième tour, mais on sent bien que les déçus du Parti socialiste classique, en dépit de la victoire de Benoît Hamon à la primaire, les déçus du Parti socialiste sont beaucoup plus sensibles au discours de Mélenchon, qui du reste est issu du rang du Parti socialiste. On a trouvé justement Benoît Hamon un peu en retrait, il était parfois inaudible, on l'entendait à peine lorsqu'il apportait ses attaques, par exemple contre François Fillon. Ça va compter, ça? Alors bon, on préfère bien évidemment Hamon dans le style qu'on lui connaît désormais, c'est-à-dire avec ce slogan qui consiste à dire faire battre le cœur de la France, c'est-à-dire quelqu'un... Là, il battait un peu au ralenti par moment. Oui, tout à fait, quelqu'un qui apparaît comme un élément de rafraîchissement de la classe politique française et qui est surtout dans l'argumentaire et en étant un politique au sens le plus noble du terme, plus qu'on l'a estampillé comme étant un utopiste avec sa proposition de revenu universel. Mais premier débat n'est pas débat. Et je pense qu'il va continuer Chacun a pris ses marques hier. Voilà, il va continuer à monter en puissance au fur et à mesure des débats, comme il l'a fait pour la primaire. Alors celui qui était attendu au tournant, c'était bien évidemment Emmanuel Macron. C'était une première du genre pour lui. Globalement, il s'en est pas trop mal sorti. Moi, je trouve qu'il s'en est bien sorti. Qu'il a su montrer en théâtralisant qu'il pouvait être l'homme de la situation et qu'il pouvait être, au regard d'un vocabulaire classique, un homme d'État. De toute façon, il a fait les écoles élitistes de la République pour se retrouver là où il est aujourd'hui. C'est important pour lui de poser cette stature. Hein. Tout à fait, notamment l'ENA, puisque c'est le Benjamin des candidats. En revanche, j'ai trouvé que à certains moments, il a manqué de sang-froid. Et je pense que ça s'est vu, ne résistant pas à un certain nombre d'attaques qu'on a pu formuler. Il a réagi à des moments où il n'aurait pas dû réagir, c'est ça? Absolument, à son encontre et en anticipant et en insinuant sur un propos qui avait été tenu par Benoît Hamon, que c'était lui qui était directement visé. Donc on n'a pas vu en lui un animal à sang-froid comme on attend d'un futur grand chef de l'État. Mais il est jeune. Et on peut penser qu'il apprendra et qu'il apprendra rapidement. Alors le sang-froid, on l'a vu, c'est François Fillon. Toutes les attaques, ça glisse sur lui. Peut-être un peu trop, non? Alors moi, je pense que, je parlais d'animal à sang-froid. Évidemment, ce n'est pas une expression péjorative, comme on dit aussi un animal politique. Et François Fillon s'est révélé, encore une fois, comme étant un redoutable animal politique. C'est-à-dire debout, digne, face à tout ce qu'il a pu subir toutes ces dernières semaines, qui aurait pu emmener à l'hôpital plus d'un. Peut-être qu'il a un excellent médecin. Et en restant sur ses fondamentaux de laïcité, d'attachement à ses valeurs chrétiennes, d'un discours très à droite de la droite, en dépit de tout ce qui s'est passé. Et il serait intéressant de voir quel type de résultat ça va donner, cette constance qu'a cet homme, en dépit de toutes les situations ubuesques qu'il peut vivre. On l'a senti un peu frileux en début de débat. Ça s'est accentué au moment où on a parlé de la moralisation de la vie politique. Et là, sur l'économie, il a brillé. Absolument, parce qu'il est convaincu de son discours, qui est un discours qui est plutôt audacieux, parce que en campagne électorale, on fait de la poésie et en période de responsabilité, on fait de la prose. Et lui, il se démarque complètement parce que en campagne électorale, il fait de la prose en disant voilà ce que j'envisage de faire, voilà la solution vers laquelle nous devons nous tourner, il faut faire des sacrifices, etc., etc. Et donc, ce que je disais, en dépit de tout, il ne change pas son discours, il reste constant et il reprend la formule de l'adversaire qu'il a battu, enfin du compétiteur qu'il a battu. Je reste droit dans mes bottes. Je parlais évidemment d'Alain Juppé. On en vient à Marine Le Pen. On l'attendait plus excitée, plus rentre-dedans. Au final, on l'a senti sur ses acquis et elle est là dans la gestion. Non, c'est pas un risque pour elle? Alors, je l'ai trouvée aussi très efficace dans la manière qu'elle avait de répondre à ces questions. Elle aussi, elle est sur ses fondamentaux.
Et là aussi, même s'il y a une campagne cette campagne qu'on connaît depuis des années de diabolisation du Front National et qui ne se dément pas, elle reste sur ses fondamentaux, elle continue à s'appuyer sur le fait que le Front National est le premier parti de France tout seul, en particulier pour les élections européennes. Donc, elle a confiance en elle, elle a confiance dans son mouvement et on sait que sous la Ve République, pour remporter l'élection présidentielle, il faut avoir un parti politique fort. Et depuis 30 ans, le Front National est implanté partout en France, y compris dans l'outre-mer. Donc, elle a un certain nombre d'atouts qui lui laissent penser qu'elle est en capacité cette fois de remporter la magistrature suprême. On dit souvent que c'est une course à étapes pour remporter une présidentielle. Ce premier débat, c'était, on va dire, la première étape. Il y a un vainqueur ? Moi, je ne dirais pas qu'il y a eu de vainqueur. Je trouve que c'est un débat de très bonne tenue et je trouve que ça... Il n'y a pas de distancé alors? Non, et je trouve que ça a honoré la démocratie française puisqu'on est à quelques semaines du premier tour et c'était vraiment malheureux, lamentable au regard de la situation dans laquelle se trouve la France et donc y compris la Guadeloupe, qu'on soit uniquement sur un feuilleton médiatique qui concerne l'emploi fictif supposé ou non de la femme de François Fillon et de ses enfants. On a besoin de parler du fond, même si effectivement la loi a été transgressée, il doit y avoir un jugement et ce sera aux institutions judiciaires de prendre les décisions qui s'imposent. Alors 3h30 de débat, je le disais, au final ça donne simplement 30 minutes à chaque candidat pour discuter. Le 4 avril, ce sera le deuxième débat, ce sera sur BFM TV et CNews. On aura 11 candidats, comment ça va se passer? Comment ils vont faire? Bon, alors à ce moment-là, les journalistes devront faire preuve d'une extrême grande dextérité. Parce que les petits vont vouloir mordre. Oui, en ce qui concerne entre guillemets, petits, entre les journalistes. Et les candidats devront être redoutablement efficaces dans la synthèse pour exposer par conséquent le plus rapidement possible le message qu'ils veulent transmettre aux Français pour emporter leurs convictions. Ouais. Dupont-Aignan peut faire une percée. Est-ce que sa position, sa posture aujourd'hui est quelque chose, par exemple, le fait qu'il soit parti du journal de 20h de TF1, ça peut le renforcer et lui donner des points dans les sondages là à venir? Non, j'en suis pas sûr. Ça peut être un coup médiatique qui va faire le buzz un moment. Sauf que sur le plan idéologique, les idées de Dupont-Aignan sont défendues à gauche par Jean-Luc Mélenchon et à droite par le Front National. Donc, il a du mal à trouver ses marques puisqu'il y a deux mouvements. Celui de Mélenchon qui a hérité des bastions du Parti communiste et du Front National qui a tissé sa toile depuis 30 ans et qui ont exactement ce même discours, c'est-à-dire le discours souverainiste ou ce qu'on appelle le discours de national-républicain qui est complètement opposé à la construction européenne telle qu'elle est imaginée depuis quelques années. Alors depuis quelques mois, on a des surprises en politique. Ça sera qui? Ça sera François Asselineau? Jean Lassalle? Non, je ne pense pas. Non, je pense pas qu'on va avoir une surprise de cette nature. Mais pour une fois, je me suis osé et je me dis que... Il y a eu des révélations. Il y a eu Poisson, par exemple, dans la primaire de la droite et du centre qui a réussi à exister. Oui, qui a réussi à exister et qui malheureusement a été matraqué au regard d'un propos qu'il a tenu sur la communauté juive et puis il s'est plus retrouvé dans les débats, il s'est complètement éteint et à ce moment-là, il n'a pas pu montrer la vraie dimension de sa personnalité, de son talent parce que effectivement, ce type-là est un homme politique qui a du talent. Ouais, on peut dire en tout cas que ce débat, il est très utile pour notre démocratie. Le débat est extrêmement utile pour la démocratie. Et je ne serai pas étonné qu'au prochain débat, qu'on ait autant de téléspectateurs qui suivent ces débats-là parce que le débat public a été amputé pendant 2 mois, 3 mois d'argussie, de petites affaires, de combines, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on n'aime pas de la politique parce que la politique, c'est une chose importante dont on ne peut pas laisser le seul soin aux politiques, mais qui intéresse d'abord les citoyens. Eh ben, je vous donne rendez-vous le 5 avril. Tiens, on débattra cette fois-ci sur le second débat. Avec plaisir, Christophe Langlois. Très bonne journée à vous, Pierre-Yves Chicot. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.